19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Des dizaines de Palestiniens tombent en martyrs et plusieurs autres sont blessés dans de nouveaux bombardements de l'occupant sioniste sur Gaza. Des centaines de Palestiniens fuient l'est de Khan Younes après que l'armée sioniste ait ordonné l'évacuation d'une partie de la zone prétendue humanitaire pour bombarder la région. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le président de la Douma russe Vyacheslav Viktorovitch Volodine en présence du président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali. La faillite des entreprises s'accélère au Maroc. Un rapport de la Banque mondiale classe le pays parmi ceux enregistrant la plus forte accélération des liquidations d'entreprises dans le monde. Et les ménages marocains peinent à se remettre des chocs récents. Et puis en fin d'édition, nous irons aux États-Unis où Kamala Harris compte remporter l'investiture démocrate et battre Donald Trump, la vice-présidente soutenue par Bill et Hillary Clinton, mais aussi par la ténor des démocrates Nancy Pelosi et le gouverneur de Californie. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce lundi au 290e jour de l'agression sioniste lors des bombardements des avions de l'occupant sioniste sur diverses zones de la bande de Gaza. 12 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés à la suite donc de bombardements sur les zones orientales de la ville de Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne. Les ambulanciers du Croissant Rouge ont de leur côté retiré les corps de 3 martyrs et évacué plusieurs blessés suite à une attaque de missiles contre un appartement situé dans le quartier d'At-Toufah à l'est de Gaza. Au moins 60 martyrs ont rejoint leur dernière demeure ce dimanche dans la ville de Khan Younes. Tous victimes de la barbarie sioniste, ils laissent derrière eux des familles endeuillées, traumatisées à jamais. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages. Nous sommes fatigués à Gaza. Chaque jour, nos enfants sont tués. Chaque jour, à chaque instant, c'est le sang de nos enfants. Il n'a pas encore séché. Ce n'est pas ce qui reste sous les maisons. Ce sont des tas et personne ne nous a dit de les évacuer. Ils ont fait tomber 4 étages sur les civils. Personne ne nous a demandé d'évacuer pendant que nous étions déplacés. Toute la nuit, pendant que les maisons étaient bombardées et ce qu'ils pouvaient atteindre, ils les emmenaient à la morgue. Tous ces gens qui ont été pris pour cible dormaient. Ils venaient juste de se réveiller. Ils se lavaient encore le visage. Quelle est leur faute? Qu'ont-ils fait? Tous sont des civils. Par Dieu, il n'y avait parmi eux ni soldats, ni armes. Que puis-je vous dire? C'est un massacre de civils. J'ai une sœur qui est tombée en martyr et d'autres membres de ma famille que nous ne pouvons même pas identifier. Ils ont été déchiquetés. Que puis-je vous dire de plus? Il faut savoir que l'armée d'occupation sioniste a bombardé le camp de réfugiés de Nusayret 63 fois en une semaine, faisant au moins 91 martyrs et 251 blessés. C'est ce qu'a fait savoir le bureau des médias du gouvernorat de l'enclave palestinienne. Plus de 75% des victimes ont été admises dans des hôpitaux avec des brûlures dues à l'utilisation d'armes thermiques par l'entité sioniste. C'est ce que précise la même source dans un communiqué. Le camp de réfugiés de Nusayret est l'un des camps les plus densément peuplés de Gaza, abritant actuellement 250 000 habitants et personnes déplacées.
Une tente a également été touchée par une frappe sioniste près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah ce lundi. Une attaque suite à laquelle plusieurs Palestiniens se sont précipités pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré à l'intérieur de la tente et en sortir les blessés. Avec ces nouveaux massacres, la barre des 39 000 martyrs a été franchie. 39 006 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre dernier. Selon les autorités palestiniennes, 89 818 personnes ont également été blessées. Suite aux nombreux massacres perpétrés ce lundi, l'hôpital Nasser se retrouve submergé par le nombre de blessés, un nombre qui ne cesse d'augmenter. On écoute ces quelques témoignages. La situation au complexe médical Nasser est hors de contrôle. En fait, nous avons perdu le contrôle de la gestion des cas. Nous avons reçu des centaines de blessés et de morts en l'espace de 3 heures. Notre situation est très mauvaise. Nous avons besoin de matériel et d'instruments médicaux. Des dizaines de cas sont par terre. Nous ne trouvons pas de lit pour placer les patients. Nous ne trouvons pas assez de matériel pour prodiguer des soins de santé à nos patients. La situation est très difficile. Je vous le disais en titre, des centaines de Palestiniens fuient l'est de Khan Younes après que l'armée sioniste ait ordonné l'évacuation d'une partie de cette zone prétendue humanitaire pour bombarder la région. Nous étions heureux de préparer le petit déjeuner pour nos enfants, car nous étions en sécurité depuis un mois, avant d'être assommés par des obus, des tracts d'avertissement et des martyrs dans les rues. Nous sommes sortis en panique. Vous pouviez voir à quoi ressemblaient les gens. Regardez la foule. Nous sommes déplacés pour la 14e ou 15e fois. Gaza est fini. Gaza est parti. Il ne reste rien. Rien du tout. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas de guerre. Nous voulons être unis. Assez. Cela fait 10 mois que nous souffrons. Dans le même dossier, l'Office de secours des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que les forces d'occupation sionistes avaient ouvert le feu ce dimanche sur un convoi des Nations Unies qui se dirigeait vers la ville de Raza. Un véhicule de l'agence a été touché par 5 balles alors qu'il attendait devant un checkpoint de l'armée sioniste dans le centre de l'enclave palestinienne. L'entité sioniste n'a aucune limite. Le secteur agricole à Raza est confronté lui aussi à un certain nombre de problèmes, dont le plus important est celui de l'irrigation. L'armée sioniste prive les Palestiniens d'eau, mais aussi leur confisque leurs terres agricoles. Ils restent toutefois déterminés et continuent à produire, nous dit Amala Maziane Zitouni. Au milieu des quartiers délabrés de Deir el-Balah à Raza se trouvent les serres de Mohamed Riyad. Avec 5 ou 6 autres agriculteurs, ils produisent des aubergines, des concombres et d'autres légumes. J'ai 4 ou 5 travailleurs qui vivent de l'agriculture, comme moi. Et nous exportons les produits sur les marchés au lieu de les importer d'Israël. Et nos produits locaux sont meilleurs que les produits importés. Traumatisé par les bombardements sionistes en cette période de génocide, l'agriculteur et son équipe sont confrontés à plusieurs autres problèmes dans leurs serres, principalement le manque d'eau. Nous avons peur des bombardements la nuit et nous avons peur de tout, sans parler du manque de médicaments et d'eau. Aujourd'hui, nous avons un problème d'eau. Notre principal problème est l'eau. 1 heure d'eau coûte 75 €. Nous avons des problèmes avec les médicaments car ils sont rares et coûtent 10 fois plus cher. De nombreux agriculteurs de Raza ont perdu l'accès aux terres qu'ils cultivaient depuis des décennies.
Certains, comme Mohamed Riyad, continuent à cultiver leurs terres tout en maintenant une production limitée. La production était de 20 tonnes par 2 dunams. Mais dans ces circonstances, le manque de nylon et de médicaments et le problème du labourage des terres, nous ne produisons que 10 tonnes au lieu de 20. Et tout cela affecte l'agriculture. Depuis le début du génocide perpétré à Gaza, plus de la moitié des terres agricoles ont été endommagées. Des dégâts dus au passage de véhicules lourds et des bombardements, ainsi qu'aux incendies. L'agriculture à Gaza est une histoire d'insécurité alimentaire et de résistance. En Cisjordanie occupée, de nombreux Palestiniens ont manifesté à Ramallah en soutien aux prisonniers palestiniens. Et à Gaza, cette manifestation montre que tout notre peuple est avec les prisonniers, déclare un manifestant tenant la photo d'une prisonnière palestinienne. Cette manifestation dit que tout notre peuple est avec les prisonniers et que tout notre peuple est loyal envers nos frères yéménites, envers le Hezbollah, envers les forces de mobilisation populaire et envers tous ceux qui se tiennent à leur côté dans cette bataille. Nous adressons un message à tout le peuple palestinien pour qu'il descende et s'unisse au mouvement des prisonniers qui se défend dans la première tranchée la plus avancée face aux crimes sionistes. Ces images diffusées par la résistance palestinienne qui montre sa riposte suite aux attaques de colons et de soldats sionistes dans la région de Tulkarem, une riposte qui a causé d'importantes pertes côté sioniste. Et enfin, on clôt ce dossier avec cette information. La ministre belge des Affaires étrangères, Hajar Lahbib, a déclaré lundi que l'Union européenne devait parler d'une seule voix sur l'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice sur la politique et les pratiques de l'entité sioniste dans les territoires palestiniens occupés. C'était dans une déclaration aux médias peu avant le début d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union européenne à Bruxelles. Dans l'actualité également, le président Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi à Alger le président de la Douma russe Vyacheslav Viktorovitch Volodine. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, du directeur du cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lounès Magraman. La 6e réunion semestrielle de l'Union africaine a pris acte du rapport soumis par le président Abdelmadjid Tebboune en sa qualité de président de la capacité régionale de l'Afrique du Nord, lequel s'inscrit dans le cadre de l'activation de la force africaine en attente, étant l'un des principaux piliers de l'architecture africaine de la paix et de la sécurité. La déclaration finale de la réunion a approuvé les recommandations contenues dans ce rapport en question. Pour rappel, le président de la République avait recommandé dans ce rapport, lu en son nom par le Premier ministre Nader El-Arbaoui, la nécessité de renforcer les acquis réalisés et de consolider les résultats obtenus. Regardez. Nous nous félicitons
en toute fierté de l'annonce publiée par la Commission de l'Union africaine qui vient affirmer la pleine disponibilité de la capacité régionale de l'Afrique du Nord. Une annonce qui vient couronner une série de visites d'inspection ayant permis aux experts de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations Unies de s'enquérir des capacités militaires, civiles et logistiques que recèle la capacité régionale de l'Afrique du Nord, l'habilitant conformément aux normes internationales à prendre part aux opérations de maintien de la paix au niveau continental. Cette annonce est à même d'encourager les pays membres pour poursuivre les préparatifs de l'exercice de simulation d'une opération de déploiement d'une mission de soutien de la paix prévue fin 2024, dans l'ambition de maintenir un haut niveau de préparation et d'assurer une réponse rapide et efficace aux situations impérieuses et urgentes. Partant de ces développements encourageants, l'Algérie met en avant l'impératif de renforcer les acquis réalisés et de consolider les résultats obtenus et formule ainsi les 4 recommandations suivantes. Premièrement, accueillir favorablement l'annonce de l'opérationnalisation de la capacité de la région Afrique du Nord. Deuxièmement, assurer le soutien nécessaire et indispensable au secrétariat exécutif de la capacité de la région Afrique du Nord en vue de la mise en œuvre de l'exercice de simulation programmée qui constituera une valeur ajoutée pour la préparation de la force africaine en attente. Troisièmement, accélérer l'adoption du mémorandum d'entente relatif à la force africaine en attente entre la Commission de l'Union africaine d'une part et les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux d'autre part. Quatrièmement, aller de l'avant dans la révision du concept stratégique de la force africaine en attente afin de l'adapter davantage à la doctrine de l'Union africaine concernant les opérations de maintien de paix tout en lui mobilisant l'appui nécessaire en tant que partie intégrante de l'architecture africaine de la paix et de la sécurité. Afin de défendre les intérêts du continent africain, l'Algérie a réitéré sa détermination et son engagement à agir en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je tiens à réitérer la détermination de l'Algérie à agir en sa qualité de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour défendre les intérêts du continent africain, faire entendre sa voix et mobiliser l'appui aux efforts conjoints des pays membres dans l'objectif de permettre au continent de jouer pleinement son rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, conformément aux dispositions de la charte onusienne, en attendant de corriger l'injustice faite au continent africain quant à sa représentativité au niveau du Conseil de sécurité, d'autant plus que nous vivons aujourd'hui dans un contexte international instable, marqué par la recrudescence des foyers de tension à laquelle s'ajoute l'impuissance de la communauté internationale d'assumer ses responsabilités pour instaurer la paix et la sécurité internationale. Le génocide barbare commis par les forces de l'occupation à l'encontre du peuple palestinien en est la preuve. Et toujours dans un message lu en son nom par le Premier ministre Nadir Al-Arbaoui, Abdelmadjid Tebboune a tenu à réaffirmer la solidarité immuable de l'Algérie et son soutien indéfectible au peuple palestinien. Nous réaffirmons notre solidarité immuable et notre soutien indéfectible au peuple palestinien sans défense jusqu'au recouvrement de tous ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son État indépendant avec pour capitale Al-Quds. Dans le même contexte, le Premier ministre algérien a rencontré dimanche le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à qui il a transmis les salutations fraternelles du président Abdelmadjid Tebboune et fait part de son attachement à poursuivre l'action commune en faveur du renforcement de la coopération bilatérale. Nadir Al-Arbaoui a par ailleurs eu l'occasion de rencontrer le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui l'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles au président Tebboune, tout en saluant sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de coopération entre les deux pays, ainsi que sa pleine disposition à effectuer une visite en Algérie en octobre prochain.
Et toujours en marge de sa participation à la 6e réunion semestrielle de l'Union africaine, le chef du gouvernement algérien s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdallah Mabdouli. Les deux parties ont convenu de relancer les mécanismes de coopération bilatérale et d'entamer les préparatifs de la grande commission mixte devant se réunir avant la fin de l'année en cours à la lumière des axes stratégiques définis par les dirigeants des deux pays lors de la visite du président de la République au Caire en janvier 2022. De son côté, le chef de la diplomatie algérienne a eu à Accra des entretiens bilatéraux avec son homologue de Guinée équatoriale, Simeone Oyono Angé, ayant porté sur la mobilisation du soutien international en faveur de la position africaine commune concernant la réforme du Conseil de sécurité en prévision de la participation au débat de haut niveau prévu le mois prochain et dans le cadre de la concrétisation des conclusions des travaux du comité des 10 de l'Union africaine dont le sommet s'est déroulé en Guinée équatoriale en novembre 2023 et la réunion ministérielle en Algérie en janvier 2024. Et dans le reste de l'actualité, l'Algérie a condamné vigoureusement dimanche dans un communiqué l'agression sioniste contre le Yémen, appelant la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités et à ne pas permettre à l'occupant criminel d'échapper à la reddition des comptes et aux poursuites aux sanctions, ajoutant que cette agression s'inscrit dans une stratégie d'escalade systématique et régulière adoptée par l'entité sioniste visant à imposer sa domination absolue sur toute la région, mais aussi à détourner l'attention de ces crimes innombrables et indescriptibles, notamment à Gaza et en Palestine occupée en général. Et parlons énergie à présent. Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a procédé ce lundi à la signature de la nouvelle stratégie climat du groupe en présence du ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Darkab. Cette dernière s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable et de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et sur lesquels l'Algérie s'est engagée. Regardez. تعمل الجزائر على مواجهة التحديات البيئية بتزامن. L'Algérie œuvre pour relever les défis environnementaux tout en assurant sa sécurité énergétique à long terme. Cette démarche ambitieuse et responsable contribue à faire de l'Algérie un pôle efficace et engagé dans le processus de transition énergétique dans la région. L'Algérie considère l'hydrogène comme un vecteur d'énergie essentiel, propre et durable et entend jouer un rôle pionnier dans ce domaine. Notre pays bénéficie de ses capacités dans le domaine de l'énergie solaire, des réseaux d'électricité et de gaz et de ses capacités dans le domaine de la recherche et du développement. La Sonatrach qui table sur le développement de nouvelles filières telles que les carburants à faible teneur en carbone et à l'hydrogène vert. Cette stratégie permettra de mieux mettre en avant les engagements de Sonatrach en matière de lutte contre le changement climatique, conformément aux obligations internationales de l'Algérie, notamment dans le cadre de l'accord de Paris. La stratégie de Sonatrach repose sur 3 piliers fondamentaux, à savoir l'investissement, le renforcement des capacités et le transfert de la technologie, en se concentrant notamment sur la réduction du torchage de gaz et des émissions de méthane, en plus de l'intégration progressive de davantage d'énergie renouvelable dans son mix énergétique et du développement des réservoirs naturels de carbone à travers un ambitieux programme de reboisement via l'implantation de 420 millions d'arbres sur 10 ans. Tout autre chose à présent au Maroc, la crise économique se fait bien sentir. Les dépôts de bilan ont fortement augmenté au cours de ces dernières années, faisant du Royaume l'un des pays enregistrant la plus forte accélération des liquidations d'entreprises dans le monde. Résultat, les ménages marocains peinent à se remettre de ces chocs récents. Les détails, Hamid Mechrir, ici, Mohamed Amina Berkane.
Le Maroc connaît une forte augmentation des liquidations d'entreprises selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Une série de facteurs, notamment le ralentissement des crédits au secteur privé, des niveaux de capitalisation structurellement faibles et une inflation tenace et persistante, ont donné lieu à des années très chargées en termes de dépôt de bilan. Selon les statistiques publiées dans son dernier rapport annuel, l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise montre une hausse significative du nombre d'entreprises passant par un processus formel de dissolution ces dernières années, une augmentation de 8,5% et 28% en 2021 et 2022 respectivement par rapport au niveau d'avant la pandémie de la Covid-19. Selon le rapport d'Alliance Trade sur l'insolvabilité dans le monde, cette tendance s'est poursuivie tout au long de 2023, faisant du Maroc l'un des pays enregistrant la plus forte accélération des liquidations d'entreprises parmi les pays recensés. Cette situation constitue des obstacles majeurs à la croissance et à l'emploi, ce qui se traduit par des performances toujours très décevantes pour le marché du travail marocain en 2023. Selon la Banque mondiale, les zones rurales ont subi une perte nette d'emplois de 198 000, alors que l'agriculture, à travers des cultures orientées vers l'exportation, est l'activité qui tire la croissance économique marocaine. Cela est dû principalement à une contraction de 3,3% de la valeur ajoutée agricole en raison des conditions météorologiques défavorables observées ces dernières années. Ainsi, l'inactivité continue d'augmenter au Maroc, atteignant 57,4% au premier trimestre 2024 contre 53,3% en 2017 et affectant de manière disproportionnée les femmes avec 81,7% et les jeunes Marocains avec 78,5%. Le chômage est également en hausse, atteignant un pic de 13,7% alors qu'il s'élève à 17,6% dans les centres urbains, soit plus de 4 points de pourcentage de plus qu'avant la pandémie. Les tendances à long terme observées sur le marché du travail reflètent l'affaiblissement de la croissance de l'économie marocaine. Conséquence de la forte hausse de chômage et de l'inflation, la consommation réelle des ménages par habitant a diminué de 6,6% au cours de la première année de la pandémie et de 1% en 2022. Le pouvoir d'achat réel des ménages ayant été très affaibli, les produits alimentaires absorbent une part plus importante des paniers de consommation des ménages marocains. Et puis au Soudan, cela fait plus d'un an que les civils continuent de subir des niveaux de violence effroyables, faisant face à des attaques répétées, à des abus en tout genre. Selon l'ONG Médecins sans frontières, les blessures physiques et mentales causées par les violences ont été exacerbées par l'effondrement du système de santé et le manque de réponse humanitaire internationale, ajoutant que partout dans le monde, l'accès des populations aux soins vitaux a été considérablement affecté en raison des pénuries, de l'obstruction et du pillage généralisé des fournitures médicales. Les parties belligérantes au Soudan ont infligé des violences d'une ampleur effroyable à la population depuis le début de la guerre en avril dernier. Le rapport met en lumière l'impact direct et mortel de la guerre sur la population soudanaise qui a laissé le système de santé du pays en grande partie en ruine. Au cours des 2 derniers mois, les structures de santé que nous soutenons ont été attaquées et ciblées à plusieurs reprises. Nous avons été contraints de suspendre nos opérations à Oued Madani, dans le sud-est du Soudan, et plus récemment à l'hôpital turc de Khartoum. Depuis mai, les hôpitaux ou locaux soutenus par MSF ont été touchés par des bombardements ou des frappes aériennes en moins 5 fois à Omdurman, Khartoum et Al-Fasher, entraînant la mort de personnel de santé et de patients, dont des enfants. Direction l'Hexagone, où à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024, Emmanuel Macron a visité le village olympique à Saint-Denis, au nord de la capitale, déjà à moitié rempli par des athlètes du monde entier. À donc 4 jours de la cérémonie d'ouverture de ces JO sur la scène. Au vu de la situation politique qui prévaut actuellement en France, Macron a évoqué une trêve politique à l'occasion de ces Jeux tant attendus.
préparé. 2 jours, les premières épreuves commencent. En fin de semaine, on a notre cérémonie d'ouverture, qui est une première mondiale. Et puis... Lequel? Nous sommes prêts et nous serons prêts tout le long de ces Jeux, affirme Emmanuel Macron. Regardez. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous serons prêts tout le long des Jeux. Monsieur le ministre, merci infiniment, parce que vous avez aussi mobilisé, et vous êtes tous là pour le montrer, des forces de sécurité intérieure comme jamais, pas simplement pour la cérémonie d'ouverture, mais durant toute cette saison olympique. Et zoom à présent sur l'élection présidentielle des États-Unis, prévue donc en novembre prochain. Coup de tonnerre sur la Maison-Blanche. Nous le disions ici même hier soir. Joe Biden a annoncé renoncer à briguer un second mandat. Après des semaines d'incertitude fragilisées par les doutes de son acuité mentale, le président américain de 81 ans a annoncé jeter l'éponge très tard dans la campagne, à un mois de la convention qui aurait dû l'introniser candidat. Kamala Harris, elle, est en pôle position pour obtenir l'investiture démocrate pour cette présidentielle de novembre prochain. La vice-présidente américaine s'est immédiatement déclarée prête à remporter l'investiture démocrate lors de la convention du parti mi-août à Chicago, après avoir obtenu le soutien du président Joe Biden. Et la représentante américaine Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants et voix influente du Parti démocrate, a soutenu ce lundi la vice-présidente Kamala Harris comme candidate démocrate à cette élection de 2024. Mon soutien enthousiaste à Kamala Harris pour la présidence est officiel, personnel et politique, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Politiquement, ne vous y trompez pas, Kamala Harris, en tant que femme politique, c'est une perspicacité brillante et j'ai pleinement confiance qu'elle nous mènera à la victoire en novembre, a-t-elle écrit sur sa plateforme X. L'ancien président américain Bill Clinton ainsi que son épouse Hillary, ancienne secrétaire d'État, ont également annoncé leur soutien à Kamala Harris après l'annonce du retrait de Joe Biden pour l'élection présidentielle de novembre. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui était vu comme un possible rival de Kamala Harris, il a apporté ce dimanche son soutien via un message écrit sur le réseau social X à la vice-présidente américaine pour remplacer Joe Biden en tant que candidate à l'élection. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, réagissent également à cette annonce du président américain de se retirer de la course à la présidentielle américaine. Regardez. J'ai un grand respect pour la décision du président américain. Joe Biden place les intérêts de son pays avant les siens. Joe Biden a non seulement fait un travail incroyable pour les relations transatlantiques au cours de son mandat de président, la coopération est peut-être plus intense que jamais auparavant, mais il a également contribué de manière intensive tout au long de sa vie politique et surtout en ces temps où l'Europe et l'Alliance transatlantique étaient si mises à l'épreuve. Je sais que le président Biden a décidé de se retirer. Je souhaite le meilleur au candidat démocrate, à celui qui prendra sa place. Je dis que Biden a fait un excellent travail pendant de très nombreuses années. C'était une décision courageuse et je souhaite tout le meilleur possible à Kamala Harris, qui prendra désormais la tête des démocrates. C'est une femme forte et je lui souhaite tout le meilleur. Le retrait de Joe Biden est une décision dans l'intérêt du peuple américain, affirme le Premier ministre britannique. Je respecte la décision qu'il vient de prendre.
Ce n'est pas une décision facile, mais je sais qu'il aura prise dans l'intérêt du peuple américain et je me réjouis de travailler avec lui jusqu'à la fin de sa présidence. Et de son côté, le président vénézuélien Nicolás Maduro a applaudi à la décision de Joe Biden de se retirer de la course présidentielle et a affirmé que malgré les différences politiques, une relation de dialogue a été maintenue entre les deux dirigeants politiques pendant le mandat de son homologue. Je pense qu'il a pris la décision la plus raisonnable et la plus correcte. Il a donné la priorité à sa famille, à sa santé. Et il s'est rendu compte qu'à cet âge, avec sa santé affaiblie, il ne pouvait pas assumer les rênes de son pays, et encore moins d'une candidature présidentielle. C'était une attitude responsable, Monsieur le Président Biden. Par ailleurs, sachez que la directrice du Secret Service américain a reconnu l'échec de son agence dans sa mission d'empêcher la tentative d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump et candidat à la présidentielle. Let the record show that the office on September 17, 2022, as the director of the United States Secret Service. Director Cheadle, because Donald Trump is alive, and thank God he is, you look incompetent. If Donald Trump had been killed, you would have looked culpable. Any point Saturday, did the Secret Service have an agent on top of that roof? Sir, I'm sure as you can imagine that we are just 9 days out from this incident. The shot that took out the bad guy. La mission solennelle du Secret Service est de protéger les dirigeants de notre nation. Le 13 juillet, nous avons échoué. En tant que directrice du Secret Service des États-Unis, j'assume l'entière responsabilité de toute défaillance de notre agence en matière de sécurité. Après le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche, les marchés internationaux ont montré des signes de soulagement. La position du candidat républicain Donald Trump se renforce davantage, tant sur la scène politique que dans le monde des affaires. Les explications, Mohamed Ali Ben Chaban. Les doutes sur ses aptitudes mentales et capacités physiques et les nombreuses bourdes commises ont précipité le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Au lendemain de l'annonce de retrait de la candidature, la nouvelle n'a pas eu d'impact fort sur le dollar ou sur les contrats à terme des indices américains à l'ouverture des marchés boursiers internationaux. Il en va de même pour le vieux continent. Ce matin, les bourses européennes ont entamé la semaine sur un bon pied, malgré la grande frayeur causée par Microsoft dont la panne a paralysé le monde, en particulier l'Europe, avant la clôture des marchés vendredi dernier. En Asie, le léger repli du yen, la monnaie japonaise, gagne du terrain face aux principales autres devises, soutenues par une hausse de taux de la Banque centrale. La Chine a réduit 2 taux d'intérêt de référence dans l'espoir de stimuler la croissance du pays après une série d'indicateurs économiques décevants. À New York, Wall Street démarre dans le vert après une semaine mouvementée. Les résultats d'entreprises continuent d'animer les échanges alors que de nombreux chiffres trimestriels sont attendus dans les prochains jours. Les investisseurs sont attentifs aux performances des entreprises pour évaluer la santé économique et ajuster leur stratégie post-Joe Biden. Et puis, sa dernière information avant de clore cette édition, au Bangladesh, des soldats montent la garde à des barrages temporaires dans les rues de Dhaka après des manifestations contre les quotas pour le recrutement dans la fonction publique qui ont dégénéré en violence meurtrière, tuant au moins 160 personnes dans le pays. Le dirigeant du principal mouvement étudiant, organisateur de ces protestations, a suspendu ce lundi pour 48 heures les manifestations. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.